Bonjour à tous, merci d'être encore là après une riche et déjà longue matinée. Donc moi, on m'a demandé de parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les symbioses végétales que nous étudions dans un ensemble de laboratoires à Toulouse, euh, des laboratoires INRA, CNRS, Université Paul Sabatier. C'est une des communautés européennes les plus importantes qui étudie les interactions plantes-micro-organismes. Alors je vais essayer de vous faire un petit résumé de ce qu'on fait sur les symbioses à la fois mycorhiziennes et fixatrices d'azote. Et pour cela, je vais essayer dans le contexte, là, je vais essayer très maladroitement, très naïvement, vous allez voir, de vous emmener dans un monde. Alors, ce n'est pas celui de l'atmosphère ou de la stratosphère, c'est le monde plus modeste, mais peut-être presque encore plus difficile à étudier, c'est le monde de la rhizosphère. Donc c'est ce qui se passe sous nos pieds, dans les sous-sols, et il s'y passe des choses passionnantes que je vais essayer dont je vais essayer de vous donner un petit aperçu, mais essentiellement, on connaît très très mal ce qui se passe dans le sol. On l'a déjà dit plusieurs fois aujourd'hui, et malheureusement, je vais encore faire une démonstration de cette méconnaissance, tout en ouvrant des petites fenêtres de connaissances malgré tout. Alors, voilà, ce fameux sol, le sol naturel, j'entends, hein, c'est un biotope d'une richesse inouïe. Alors, on l'a beaucoup utilisé en agriculture au cours de la Révolution verte ces dernières décennies comme un substrat, comme une sorte de substrat inerte qu'on peut manipuler, qu'on peut retourner, qu'on peut amender, qu'on peut irriguer, sans pratiquement s'occuper de ce qu'il y avait à l'intérieur comme composante biologique, qui est quelque chose d'absolument incroyablement complexe. Donc voilà, là, je vous rappelle quelques chiffres. Hein, vous savez que dans un seul gramme de sol, c'est l'équivalent d'un dé à coudre. On peut compter de 1 à 2 milliards de bactéries, dont la plupart sont incultivables. Alors pour un microbiologiste, vous savez, quand il ne peut pas cultiver une bactérie, il ne peut pas l'étudier, donc il ne sait pas ce qu'elle fait. Il y a à peu près 1 million de cellules fongiques, 5000 cellules d'algues, des milliers de protozoaires, et ça c'est uniquement pour parler des micro-organismes. Et bien sûr, il y a aussi toutes sortes d'organismes ou de macro-organismes, aussi très importants dans la vie des sols, qu'il faut prendre en compte. Alors si on s'amuse à extraire l'ADN total, c'est ce qu'on fait de plus en plus aujourd'hui, d'un sol, d'un gramme de sol, on extrait l'ADN total, donc de tout ce qui provient de tous ces organismes que je viens de lister. Eh bien, c'est l'équivalent de 80 fois le génome humain, si on compte les bases comprises dans cet ADN. Donc il y a une information génétique là-dedans qui est incroyablement riche et importante, dont on ne sait presque rien. Bon, alors, je vais focaliser dans cette terrible complexité, il faut faire des choix, donc je vais focaliser cette présentation sur deux types de micro-organismes qu'on trouve dans le sol, les champignons mycorhiziens arbuscules et les bactéries rhizobium fixatrices d'azote. Et pour ce qui concerne les champignons mycorhiziens arbuscules, vous devez savoir peut-être que c'est une symbiose donc entre les racines des plantes et certains champignons du sol. Ces champignons sont un groupe à part qu'on appelle les gloméromycètes. Je vois que la diapositive est déformée, mais donc c'est un groupe de champignons très anciens qui a divergé au cours de l'évolution avant les ascomycètes et les basidiomycètes que vous connaissez sans doute mieux. Les gloméromycètes, ce sont des champignons microscopiques qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc vous n'en avez probablement jamais vu, en fait. Moi, je vais essayer de vous en montrer un peu. Donc c'est un groupe à part qu'on ne sait pas cultiver en culture pure, ce qui ne facilite pas notre travail, bien entendu, et qui a une biologie et une génétique qu'on est bien loin de comprendre. Donc c'est parmi les champignons qu'on arrive le moins facilement à étudier, malheureusement.
Bon, voici par exemple ce que vous pourriez, si vous allez dans un sol à peu près naturel, avec les bons tamis, vous pourriez récupérer toutes sortes de spores microscopiques aux alentours entre quelques dizaines à quelques centaines de micromètres de diamètre. Donc on ne peut pas, absolument pas voir à l'œil nu. Donc ça, ce sont des spores végétatives, c'est le mode de propagation de ces champignons. Et on les trouve dans à peu près n'importe quel sol, d'à peu près n'importe quel écosystème, à peu près n'importe où sur la planète. Vous allez voir pourquoi. En effet, c'est une symbiose excessivement ancienne. On considère que c'est l'interaction plante-micro-organisme la plus ancienne, puisque on l'a fait remonter à environ 450 millions d'années. Autrement dit, lorsque les premières plantes, à cette époque, il n'y avait pas encore de continent, les animaux n'existaient pas encore, je vous resitue un peu le contexte, c'était le moment où les premières plantes terrestres étaient en train d'évoluer et d'essayer de s'adapter à ce nouvel environnement. Et donc les toutes premières plantes terrestres, donc au tout début de l'évolution des plantes terrestres, on sait aujourd'hui, par des analyses de fossiles et par des approches moléculaires, on sait que l'interaction avec ces champignons était déjà présente. Et donc 450 millions d'années plus tard, eh bien, toutes les branches de la lignée verte continuent d'interagir avec ces champignons et donc continuent à vivre en symbiose avec eux. Ce qui veut dire que cette interaction a été extraordinairement utile, bénéfique pour les plantes, puisqu'elle a été positivement sélectionnée sur toute cette période. Alors il y a seulement quelques espèces de plantes, par exemple les crucifères ou les Chenopodiacées, par exemple, où l'on trouve la betterave, les crucifères, il y a pas mal de cultures qui sont concernées. Ces plantes-là ont perdu la faculté d'être mycorhizées au cours de l'évolution. Mais donc c'est plutôt des exceptions finalement. Donc la très grande majorité des plantes cultivées, et en particulier les céréales ou les légumineuses, sont des plantes bien sûr qui peuvent tirer un grand bénéfice de la symbiose mycorhizienne. Alors, pour décrire très rapidement le principe de cette symbiose, vous voyez ici une plante nue, ce qui n'existe presque jamais dans la nature, une plante nue, c'est-à-dire qu'il y a des racines nues. Ça arrive dans un pot ou dans les jardineries, mais normalement dans un sol naturel ça n'arrive jamais. Alors, par contre, j'ai colorié en brun plus clair cette zone dite de carence qui se forme très rapidement autour d'un système racinaire en ce qui concerne les ions phosphates. Les ions phosphates sont très peu mobiles et très rapidement un système racinaire épuise les ions directement à proximité et ne peuvent pas avoir accès aux ions qui sont au-delà de cette zone. Alors l'intérêt de la symbiose mycorhizienne, c'est que le champignon, comme on va le voir, rentre dans les racines, mais se prolonge à l'extérieur du système racinaire, développe ce mycélium. On en a vu une photographie ce matin, bien qu'il s'agissait alors d'un autre type de symbiose mycorhizienne qu'on appelle l'ectomycorhize. Enfin, le principe est le même. Le système racinaire de la plante est en quelque sorte prolongé par un mycélium très riche, très ramifié, microscopique, invisible, mais qui permet donc d'aller au-delà de cette zone de carence et d'aller prospecter, recruter toutes les ressources minérales et hydriques qui se trouvent dans un volume de sol considérablement plus important que le seul volume que pourraient explorer les racines nues. Donc ceci apporte évidemment à la plante une sorte de complice fongique là, qui va lui permettre d'avoir accès à beaucoup plus d'eau et d'éléments minéraux comme le phosphate, comme on l'a dit, mais aussi l'azote sous forme de nitrate ou d'ion ammonium, mais aussi des ions, des oligoéléments comme le cuivre et le zinc. Donc cette nutrition minérale et hydrique de la plante est considérablement améliorée grâce à la présence du champignon.
Et alors, c'est pas comment dire, c'est un service mutuel, hein. La plante, le champignon ne fait pas ça gratuitement. Donc il y a un marché qui s'installe et cette efficacité à produire, enfin à apporter tous ces éléments minéraux et hydriques est directement reliée à la quantité de carbone que la plante va fournir, donc des produits de la photosynthèse, essentiellement du glucose et du fructose. Donc le champignon trouve une niche très particulière, il rentre dans la plante pour se nourrir en carbone. Et alors du coup, il peut sporuler, donc donc ce sont les spores que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Alors voilà à quoi ça ressemble ici. Quelque chose qu'on voit dans une boîte de pétri, mais qu'on ne peut pas voir quand on déterre une plante de son jardin. C'est que en fait, les racines ne sont jamais nues, elles sont toujours dans un environnement mycélien très important, avec des tas de choses qui se passent à l'intérieur des racines. C'est-à-dire que si vous faites une coupe à peu près au hasard hein, dans le système racinaire, si vous faites une certaine coloration des racines, vous verrez en noir ici le champignon donc, qui circule entre les cellules corticales racinaires de la plante, mais qui fabrique aussi à l'intérieur ce qu'on appelle des arbuscules. Donc, vous en voyez ici en plus gros, c'est une structure intracellulaire donc qui rentre à l'intérieur de la cellule végétale et qui est extrêmement ramifiée. Et donc cette surface, à l'échelle cellulaire, hein, ça génère une surface d'échange considérable entre les deux partenaires, et c'est le site privilégié ici des échanges entre les deux partenaires. Donc le champignon va fournir l'eau et les minéraux, et en échange, il va récupérer des sucres. En pratique, ça c'est une expérience qui avait été montée à l'occasion d'un congrès qui s'organisait à Dijon en 1985. Vous avez là deux parcelles, deux micro-parcelles, hein, stérilisées. Le sol de ces deux parcelles avait été stérilisé préalablement, ce qui est un peu un biais là dans l'expérience. Mais ceci dit, bon, on y a semé exactement les mêmes cultures. Et après quelques mois, on observe évidemment à droite, dans la parcelle qui a reçu un inoculum mycorhizien, une bien meilleure croissance qu'on aurait pu avoir aussi bien dans la parcelle non inoculée, mais il aurait fallu mettre beaucoup plus d'engrais. Donc ça, c'est sur ce principe-là, évidemment, qu'on s'intéresse, qu'il y a une très grosse communauté internationale qui étudie cette symbiose mycorhizienne. C'est dans l'espoir de pouvoir exploiter cette symbiose comme fertilisant, comme biofertilisant naturel. Donc voici une expérience qui a été réalisée des dizaines de fois dans des dizaines de laboratoires où l'on compare en fonction d'une concentration croissante de fertilisation phosphatée les rendements, ici mesurés en poids sec des tiges, de plantes non mycorhizées et de plantes mycorhizées. Donc le principe est simple, c'est que pour avoir un rendement équivalent, on peut utiliser environ 10 fois moins d'engrais phosphatés dans le cadre de la plante mycorhizée. Donc c'est exactement sur ce principe-là qu'on a espoir de pouvoir exploiter cette symbiose de manière à réduire les besoins en engrais, notamment phosphatés. Mais on peut faire des analyses un peu semblables vis-à-vis de l'eau, par exemple, ou vis-à-vis de l'azote, particulièrement en situation où le sol est sec. Alors à ce moment-là, il y a un très fort bénéfice de la symbiose mycorhizienne par rapport à la nutrition azotée. Bon, alors, quelques exemples d'utilisation de la symbiose au champ. Ça reste des cas très rares, finalement. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Bon, on voit des exemples ici sur l'artichaut, une parcelle non mycorhizée, une parcelle mycorhizée avec des gains en rendement. On a aussi ici les mycorhizes, ça marche très bien dans les sols espagnols. Je m'étais posé la question pourquoi, et c'est probablement parce qu'ils ont des sols beaucoup plus pauvres et plus détériorés que chez nous.
notamment dans certaines régions comme l'Andalousie. Là, c'est une ligne d'olivier non mycorhizé, c'est-à-dire sans apport d'un inoculum mycorhizien. Ici, c'est avec l'apport d'un champignon, Gigaspora, ici avec l'apport d'un autre champignon, Glomus. Il y a un effet positif avec les deux types de champignons, mais il y a un effet encore plus intéressant avec le champignon Globus mossé. C'est là où on voit qu'on rentre là dans une complexité. Quel champignon, pour quelle culture, dans quel type de sol, etc. On rentre dans cette complexité de la microbiologie du sol. Mais là, il y a déjà des effets très intéressants sur ces types de cultures. Là, on a la patate douce aussi, qui répond très bien à la mycorhisation. Il y a plusieurs études qui l'ont montré. On va jusqu'au calcul de rendement ici, hein, entre mycorhizé et non mycorhizé. Et ce qu'on connaît moins peut-être, c'est les effets bénéfiques de la symbiose pour aider les plantes à mieux résister à certains stress, aussi bien abiotiques, c'est-à-dire des stress, bon, le stress hydrique, j'en ai déjà parlé, mais aussi des sols très pollués. On montre que dans des essais de biorémédiation de sols pollués, on a fortement intérêt à mycorhizer les plantes qu'on veut mettre là-dedans si on veut que ça marche. Mais il y a aussi énormément d'études qui ont montré que les plantes mycorhizées résistaient mieux à un certain nombre de maladies, notamment des maladies causées par des agents racinaires, infectieux racinaires. Je ne sais pas pourquoi ça bouge tout seul, ça. Donc, par exemple, le mildiou du framboisier, là, c'est une expérience en laboratoire. Donc, les deux plantes ont été inoculées avec le pathogène, sauf qu'à droite, la plante a été aussi inoculée avec un champignon mycorhizien. Et donc, c'est un de ces nombreux cas décrits dans la littérature où la plante mycorhizée montre une meilleure résistance à la maladie. Autrement dit, on espère que cette symbiose mieux exploitée puisse permettre de réduire les besoins en engrais, en irrigation et en pesticides. Alors le problème, c'est la difficulté que l'on a à les cultiver, puisqu'on ne peut pas les cultiver tout seul, il faut forcément une plante. Bon, alors, donc autrement dit, ça c'est, j'allais dire, le réacteur de première génération. On peut utiliser le poireau, le sorgho, ce qu'on voudra. Mais autrement dit, on cultive une plante pour pouvoir cultiver le champignon interagissant avec ses racines. C'est pas comme ça qu'on peut produire à grande échelle de l'inoculum industriel où ça coûterait trop cher et puis on ne produirait pas un inoculum suffisamment propre. On cultiverait certainement d'autres micro-organismes non contrôlés et ça risquerait de ne pas passer les tests réglementaires. Donc ça, c'est un autre système qui a été un peu plus simplifié où le champignon est cultivé in vitro sur des racines que l'on cultive indéfiniment avec un peu de sucre pour se passer de la partie aérienne de la plante. Moyennant quoi, le champignon colonise très très bien. Il en a vu d'autres en 450 millions d'années et ça ne l'a pas du tout impressionné de sauter sur des racines comme ça. Donc il les mycorhize très bien et il se développe. Et là, vous avez peut-être un petit peu l'impression de voir quelque chose d'hétérogène. C'est en fait le mycélium et les spores produites par le champignon. Donc, sur ce principe-là, il y a une entreprise à Labège, Agronutrition, qui développe une technologie pour passer de la boîte de pétri à des systèmes plus importants en taille. Et c'est aussi une technologie qui est utilisée en Inde, mais avant tout au Québec et peut-être un peu au sud de l'Espagne. Donc c'est une technologie qui est, passe par la co-culture avec des racines, parce que pour le moment, on n'est pas capable de cultiver ces champignons tout seul. Bon, alors, les quelques mots là sur les recherches que l'on mène dans nos laboratoires pour essayer de mieux comprendre cette symbiose. Ça déclenche. Ah, merci, oui, je veux bien. Et donc, on s'est notamment intéressé au dialogue moléculaire qui s'instaure entre les partenaires. Comment se fait-il qu'ils se reconnaissent et qu'ils interagissent si étroitement? Donc, il y a l'interaction entre les deux partenaires ne se fait pas aléatoirement, c'est pas magique.
il faut que les deux partenaires se reconnaissent. Et ça se fait via des échanges de signaux dont on a découvert ces dernières années, particulièrement avec la contribution des labos de Toulouse, et dont je vais vous dire quelques mots dans un instant. Alors, ça c'est une spore de champignons, ça c'est un schéma représentant la racine. L'étape ultime de la symbiose, c'est lorsque les arbuscules sont formés. Et donc, avant d'être capable de passer à ces étapes plus tardives, il y a donc cet échange de signaux précoces. Ce que la plante, vous avez vu tout à l'heure, émettait comme signaux, c'était en fait des strigolactones qu'on a identifiés ces dernières années. Et ce que le champignon, en échange, a alors produit, c'est un véritable dialogue, hein, c'est pas deux monologues. Les deux organismes se parlent réellement via des molécules chimiques. Donc le champignon répond à la plante qui lui a envoyé des strigolactones par la production de ce qu'on appelle des facteurs MYC. Alors ces strigolactones, en voici la structure chimique. Bon, ce n'est pas d'un intérêt fou pour vous. Sachez simplement qu'on a découvert dans la foulée, en étudiant cette symbiose, que ces molécules constituaient une nouvelle classe d'hormones végétales. Les hormones végétales, on n'en découvre pas tous les jours. On en connaissait 5 ou 6, et il avait fallu 150 années pour les découvrir. On a découvert une 7e hormone, donc qui joue à la fois un rôle d'hormone dans la plante, pour contrôler l'architecture de la plante, mais qui joue aussi un rôle dans la rhizosphère, après avoir été excrétée, émise par la plante, et utilisée par le champignon comme un signal de reconnaissance d'une plante hôte. Et puis alors les facteurs MYC, donc ça c'est le signal produit par la plante, qui parle la première dans l'histoire, c'est elle qui engage la conversation, et le champignon lui répond en retour par la production de ces facteurs MYC. Donc je ne vais pas insister non plus sur la structure chimique de ces molécules. Ce sont en fait des tout petits morceaux de chitine, la chitine qu'on trouve comme composante principale de la paroi cellulaire des champignons, ou qu'on trouve aussi dans les carapaces de crabes et de crevettes. Donc c'est ça la chitine, un petit oligomère de chitine, avec un acide gras ici qui s'attache sur ce sucre, et puis différentes substitutions. Alors ce qui est remarquable avec ces molécules, on n'avait pratiquement jamais eu d'autres exemples en biologie de molécules aussi actives. Ce sont des molécules qui peuvent être 100 000 fois, voire 1 million de fois plus actives que les hormones, par exemple, qui sont pourtant déjà connues comme très très actives, des molécules très actives. Donc ce sont des molécules remarquablement actives. Ce qui fait que même dans une rhizosphère, un sol très complexe, les deux partenaires symbiotiques arrivent à se repérer, en quelque sorte. Et ce sont des molécules donc naturelles, des substances produites par ces organismes, et qui sont aussi extrêmement biodégradables, ce qui ne nous a pas du tout facilité la tâche, parce qu'à peine étions-nous capables de collecter ces exudats de racines pour identifier les molécules actives ou ces exudats de champignons. Les molécules étaient pratiquement déjà dégradées avant même qu'on puisse les caractériser. Donc ça n'avait pas facilité notre travail. Et là, je vais encore vous assommer encore plus, mais ça va prendre moins de 20 secondes. C'est les recherches que nous menons à l'international. Là, par contre, ce n'est pas uniquement à Toulouse. Mais les facteurs MYC produits par le champignon, que font-ils à la plante pour qu'elle réponde favorablement, pour qu'elle déroule le tapis rouge, pour qu'elle ne lance pas ses réactions de défense et son système immunitaire, parce que vous avez vu que le micro-organisme rentre dans les racines massivement, il n'y va pas sur la pointe des pieds. Donc il faut que la plante sache reconnaître le partenaire bénéfique très, très efficacement et ne le confonde pas avec un pathogène.
Donc ce qui se passe, c'est toutes ces réactions moléculaires, là, toute une cascade d'événements, depuis le moment où les facteurs MIC produits par le champignon arrivent à la surface d'une cellule racinaire, eh bien ça déclenche toute une cascade d'événements qui vont lancer le programme génétique de la plante pour enclencher donc la mycorhisation, plutôt que pour enclencher le système immunitaire. Donc ça c'est, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça ici, donc peu importe les détails, mais on va retrouver cette figure dans un instant, vous allez voir. Ce que je voudrais faire rapidement maintenant, c'est parler d'une autre symbiose qui nous intéresse beaucoup, qui est entre les légumineuses et les bactéries Rhizobia. Donc vous savez que ces bactéries sont symbiotiques, elles aussi. Elles déclenchent sur les racines de légumineuses la formation de nouveaux organes qu'on appelle des nodules. C'est à l'intérieur de ces nodules que les bactéries vont proliférer et fixer l'azote de l'air. Donc elles vont réaliser cette réaction extraordinairement difficile. Vous savez que cette molécule, l'azote de l'air, l'azote moléculaire de l'air est une molécule très très stable, tellement stable que quand on fabrique à partir de cette molécule-là des ions ammonium ou des ions nitrate, et qu'on veut par exemple stocker 10 tonnes de nitrate d'ammonium dans un silo mal surveillé, eh bien, vous savez ce qui s'est passé quand ces 10 tonnes de nitrate d'ammonium ont décidé de redevenir de l'azote stable, de l'azote de l'air, en moins d'une seconde. Donc ça a fait une explosion dont tous les Toulousains se rappelleront toute leur vie. Ça a tué 30 personnes, ça a éradiqué le sud de Toulouse, et je crois même que ça a été entendu jusqu'à Auch. Donc ça dit deux choses, ça. Enfin, ça en dit bien plus en réalité, mais bon. Ça dit à quel point AZF avait eu à dépenser énormément d'énergie sous forme de gaz, hein, c'est le gaz fossile malheureusement, qui est utilisé pour fabriquer cet engrais azoté, pour casser cette molécule qui a 3 liaisons covalentes entre chaque atome. Bon, c'est le premier principe de la thermodynamique, excusez-moi, mais c'est cette énergie qui a été restituée sous forme de cette explosion terrible, c'est rigoureusement la même énergie qu'il avait fallu dépenser pour fabriquer cet engrais. Donc ça dit que fabriquer des engrais azotés, ça coûte énormément d'énergie. Mais ça dit aussi que les petites bactéries qui font ça gratuitement toute la journée dans les nodules de légumineuses, elles sont un véritable miracle de la nature grâce à un complexe enzymatique qui s'appelle la nitrogénase. Ceci dit, elles le font avec les mêmes exigences thermodynamiques. Il va leur falloir énormément d'énergie pour le faire aussi. Hein. Bon, eh bien, ces bactéries sont utilisées assez peu en agriculture. Il y a quand même une culture qui est assez souvent bénéficiaire d'un apport d'inoculum bactérien, c'est le soja. Là, par exemple, ici, vous avez une parcelle non inoculée et ici une parcelle inoculée par la bactérie. Et ceci s'explique parce que le soja est une plante asiatique d'origine et lorsqu'on veut la cultiver en Amérique ou en Europe, elle ne trouve pas les bonnes bactéries avec lesquelles elle pourra fixer l'azote de façon optimum. Il faut lui rajouter du Bradyrhizobium japonicum pour que le soja puisse avoir ses pleins rendements. Eh bien, dans cette symbiose-là aussi, on s'est intéressé aux signaux moléculaires qui s'échangent entre les partenaires. Et je vous le fais court, hein, mais on a trouvé que la bactérie produisait également des facteurs qu'on a appelés les facteurs nodes, qui rappellent étrangement les facteurs MIC dont je parlais tout à l'heure. Et pourtant, cette fois-ci, c'est une bactérie qui produit ces signaux pour s'associer à des légumineuses qui vont faire de nouveaux organes, à l'intérieur desquels
la bactérie va fixer l'azote. C'est-à-dire une symbiose qui n'a rien à voir avec la symbiose mycorhizienne. Il y a encore 10 ans, la communauté scientifique qui étudie la symbiose mycorhizienne et l'autre qui étudiait la symbiose fixatrice d'azote, c'était deux communautés distinctes. On n'allait même pas dans les mêmes congrès. Aujourd'hui, on participe aux mêmes réunions scientifiques parce que, alors ça c'est, avant de donner la réponse à ma question là, c'est pour vous donner un exemple assez rare d'un transfert du laboratoire au champ assez direct. C'est-à-dire que pour en arriver à cette découverte des facteurs NOD qui a été faite il y a 25 ans à Toulouse par le groupe de Jean Dénarié et Jean-Claude Promet, donc on a les références ici, c'est une découverte très très importante parce que on s'est aperçu que ces signaux bactériens à eux seuls sont capables de déclencher la nodulation. On peut déclencher la nodulation, la formation de ces nouveaux organes chez les légumineuses, uniquement en les traitant avec ces molécules, qui là encore sont actives à des concentrations picomolaires, si ça dit quelque chose à certains. Eh bien, cette découverte fondamentale a trouvé des applications au champ. C'est une entreprise malheureusement américaine qui a exploité cette découverte. Et dans un produit qui se vend toujours, qui s'appelle Optimize. Donc Optimize, c'est la bactérie que vendait cette entreprise Nitragine depuis plus d'un siècle aux États-Unis. C'est pour dire que la technologie de rajouter des bactéries sur des légumineuses, c'est pas nouveau. Eh bien, en rajoutant la bactérie plus du facteur NOD, de meilleurs rendements ont été obtenus sur plusieurs cultures de légumineuses. Et depuis, cette petite entreprise américaine, elle s'est fait manger d'abord par Merck Darmstadt dans un premier temps, jusqu'à ce qu'on découvre les facteurs MYC, qu'on a découvert en fait après. Moi, je vous les présente avant, mais on les a découverts après. Et puis ensuite, Merck a été racheté par Novozymes, qui maintenant a fait alliance avec Monsanto. Bon. Alors, vous retrouvez mon schéma de tout à l'heure, dans lequel on voyait que des signaux bactériens, des signaux fongiques produits par des champignons mycorhiziens déclenchaient un programme génétique chez la plante pour conduire à la mycorhisation et éviter que la plante ne réagisse comme si c'était un agent pathogène. Ce qu'on a réalisé au fond, c'est que la symbiose mycorhizienne, on ne s'y attendait absolument pas à une telle chose. La symbiose mycorhizienne est à l'origine de la symbiose fixatrice d'azote chez les légumineuses. C'est-à-dire que cette symbiose-là, elle a 450 millions d'années, celle qui permet la mycorhisation. Alors beaucoup plus récemment, il n'y a que 65 millions d'années, lorsque les légumineuses ont évolué dans la lignée verte, on trouvait judicieux de s'associer avec des bactéries qui elles-mêmes ont trouvé judicieux de fabriquer à peu près les mêmes signaux moléculaires que ceux produits par les champignons mycorhiziens et qui ont profité de la voie de signalisation qui conduit à la mycorhisation pour en faire une voie de signalisation qui conduit à la nodulation. Donc la plupart des acteurs moléculaires, c'est-à-dire finalement des gènes qui permettent aux légumineuses de fixer l'azote avec des bactéries, en fait ces gènes préexistaient car ils sont indispensables, ils sont utilisés pour la symbiose mycorhizienne. Donc ça c'était une surprise totalement inattendue, ce qui fait qu'aujourd'hui les deux communautés scientifiques travaillent ensemble. Mais ce que ça évidemment veut dire, c'est que dans cette problématique azote, réduction de l'engrais, des engrais azotés, même si ce n'est pas forcément le sujet du jour, on aimerait bien que les céréales aient beaucoup moins besoin d'engrais azotés. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les céréales disposent d'à peu près toute la boîte à outils moléculaire qui leur permettrait peut-être un jour
de fixer l'azote avec des bactéries. C'est ce à quoi toutes ces recherches ont mené que je voulais vous exposer rapidement. J'ai fini dans une diapo, comme ça on peut ouvrir le... Sur ce schéma-là, si vous voulez, il y a un lien tout à fait incontestable qu'il faut rajouter, c'est l'eau. Ça ne peut exister que s'il y a de l'eau. J'ai une expérience de soja inoculé avec une période post-semis sèche où les bactéries avaient disparu. Donc si vous n'avez pas d'eau, le système ne fonctionne pas. Ici, en Espagne ou en Inde. Oui, oui, non, mais l'eau est, pour les plantes, peut-être encore plus que pour les animaux, est un élément vital. Il n'y a pas de plante sans eau, ça c'est rédhibitoire. Et pareil pour les organismes du sol, pour la plupart, oui. Voilà, donc je voudrais finir sur cette diapo-là qui nous a fait nous intéresser seulement à deux familles de micro-organismes, les champignons mycorhiziens et les bactéries fixatrices d'azote. Mais vous vous rappelez que ce que je vous ai dit dans la première diapositive, il y en a d'autres centaines de millions qui mériteraient certainement d'être étudiés également, dont on ne sait à peu près rien, et qui pourraient certainement aussi jouer toutes sortes de services écologiques ou écosystémiques, comme on dit maintenant. Donc je pense qu'il y a 500 ans, quand Léonard de Vinci avait dit qu'on en savait plus sur les corps célestes que sur le sol que nous foulons, je pense que c'est encore assez vrai. Malgré tout, je voudrais vous dire qu'on va vivre dans les toutes prochaines années quelque chose de marquant dans ce domaine, c'est-à-dire que grâce à des approches qu'on appelle de métagénomique, on pourra en parler dans la discussion si ça intéresse certains, on appréhende tout d'un coup, un peu comme avec un nouveau microscope, si vous voulez, on appréhende ce monde microbien extrêmement riche et complexe de mieux en mieux. C'est lié aux techniques nouvelles de séquençage à haut débit et de notre capacité par la bioinformatique d'interpréter toute cette information génétique pour en tirer des connaissances sur les populations microbiennes en place et les enzymes et les hormones et je ne sais quoi que ces micro-organismes peuvent faire et je ne sais quel service écologique ils peuvent jouer pour la vie des plantes. Alors, j'ai espoir que dans les toutes prochaines années, parce que c'est un saut qualitatif là tout d'un coup, on vit dans notre domaine une petite révolution technologique et donc j'espère qu'on fera plus qu'on pourra vraiment de mieux en mieux connaître ces micro-organismes sur du sol que nous foulons, mais surtout que nous cultivons. Merci.